Salut, c'est bien le vôtre Adolphe Kachumba. Bienvenue à notre chaîne Happy TV pour ce quatrième numéro sur la série Rebâtir une nation cas du Japon. Le Japon qui nous fait un cas pédagogique, un cas d'école pour nos pays en voie de développement en général et la RDC en particulier. Le Japon, malgré qu'il soit sorti au terme de la Deuxième Guerre mondiale avec des villes détruites, un pays dévasté, les tissus économiques par terre, un peuple désemparé, découragé. Mais ce pays est arrivé à se relever, à se reconstruire, à se rebâtir, jusqu'à devenir quelques décennies plus tard une des grandes puissances économiques du monde. Comment ont-ils fait? Comment sont-ils arrivés à ces points? Comment ont-ils rendu cela possible? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour y parvenir? Si vous êtes tombé pour la première fois à notre chaîne, je vous prie de vous abonner. Si vous ne l'avez pas encore fait, ceci vous permettra de suivre les précédents numéros où vous allez découvrir les secrets que le Japon a utilisés pour se relever. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un autre secret que le Japon a mis en place pour arriver là où ils sont arrivés. Ce secret n'est autre que faire de l'économie une priorité nationale. Le Japon a fait un choix stratégique, celui d'investir dans l'économie plutôt que dans la guerre. Un choix souvent résumé par la doctrine Yoshida parce qu'il fut porté par son tout premier ministre Shigeru Yoshida. Ce choix fut l'un des pivotements géopolitiques le plus audacieux de l'histoire du monde pour un pays qui avait fondé son identité sur la puissance militaire pendant plus ou moins 7 décennies. Décider de devenir une nation commerçante était une révolution. Mais cette décision, ce choix a porté son fruit parce que nous avons des résultats improbables. Le Japon a connu une industrialisation rapide, des innovations technologiques et une croissance économique à ne pas se comparer. Donc, la quatrième leçon que nous tirons dans ce cas du Japon, c'est ce choix-là stratégique de pivoter vers l'économie. Donc, après 1945, le Japon a fait un calcul pragmatique, puisqu'il ne pouvait plus être une puissance militaire. Il a préféré devenir une puissance économique. Le Japon a réduit ses dépenses militaires, limitées souvent à 1% de son PIB. Alors qu'ailleurs, cet argent finance des chars, des milices, des missiles, des armes nucléaires. Et cet argent a été orienté vers les infrastructures civiles et de l'industrie. Le Japon n'a pas de ressources naturelles, par exemple comme la RDC. Le Japon a compris que sa seule richesse était son peuple. Il a investi dans l'éducation technologique pour y transformer des matières premières importées dans d'autres pays pour en faire des produits finis à haute valeur ajoutée, tels qu'en électronique ou en automobile. Alors, quelles sont les leçons que nous pouvons tirer pour nos pays en voie de développement et en particulier la RDC? C'est vrai, aujourd'hui, la RDC est en train de subir un conflit imposé, une guerre, une agression externe, mais les principes de la stratégie japonaise offrent des pistes de solutions pour sortir du cycle de la crise. Et par ailleurs, nous n'avons pas connu jusqu'à présent une crise pareille que le Japon. Alors, ce que nous pouvons faire, c'est premièrement redéfinir le problème de la sécurité par l'économie. La véritable stabilité dans l'Est
et l'ensemble du pays ne viendra pas seulement d'une victoire militaire, mais d'une intégration économique. Nous devons sortir de la rente pour la transformation. Le Japon a prouvé qu'on peut être riche sans minerai, sans coltan, sans pétrole, sans cuivre, sans or, mais simplement par l'intelligence. La RDC souffre du paradoxe des ressources immenses, mais la population vivant dans une pauvreté absolue. La leçon que le Japon nous offre est que la ressource ultime est le cerveau. Au lieu d'exporter les minéraux bruts, par exemple, à faible valeur ajoutée, la stratégie serait aujourd'hui d'interdire progressivement l'exportation brute pour muter vers des usines de transformation locale. Cela va créer des emplois et stabiliser la société. Nous devons assurer une sécurité juridique. Les investisseurs sont allés au Japon après la guerre car ils savaient que la Constitution protégeait les contrats et la propriété. Pour attirer les capitaux nécessaires à la reconstruction, la RDC doit offrir une paix juridique. Un investisseur doit avoir plus peur d'un tribunal indépendant que d'un milicien. Renforcer le climat des affaires est une arme de reconstruction massive plus puissante et efficace que n'importe quelle aide internationale. Nous devons faire un consensus national sur le développement. Le Japon a réussi car il y avait un consensus entre le gouvernement, les entreprises et le peuple pour la reconstruction nationale. La RDC a besoin d'un pacte national de développement qui dépasse les clivages politiques. Que vous soyez au pouvoir ou dans l'opposition, certains objectifs tels que les infrastructures, les dessertes en eau et en électricité, les routes nationales, l'éducation technique, l'entrepreneuriat, la santé devaient être considérés comme sacrés et intouchables par les querelles électorales. En conclusion, le Japon a montré qu'un pays peut se relever des cendres totalement en moins de 30 ans. La leçon pour la RDC est que la puissance d'une nation moderne ne se mesure pas à sa capacité de faire la guerre, mais à sa sagesse de produire, d'innover, d'offrir une dignité économique à ses citoyens. Le passage d'un État guerrier ou en conflit permanent à un État bâtisseur demande un courage politique immense, celui de privilégier les institutions fortes, les institutions pérennes sur les victoires militaires éphémères. Alors, si ce message t'a intéressé, j'ai écrit un livre, Debout Congolais, portée prophétique d'un champ d'engagement citoyen, dans lequel j'explique la reconstruction de la RDC partant de notre hymne national. Et là-dedans, j'ai exploité aussi ce que je suis en train de vous dire. Ce livre, c'était vraiment un cri de cœur, une vision en marche, un appel vibrant au réveil national, au changement de mentalité, adressé particulièrement à notre jeunesse, à s'élever et à croire à ses potentialités, en fait de bâtir une Afrique digne, forte et prospère. Comment procurer son exemplaire? Voyez dans la description, je mets tous les moyens possibles pour que vous puissiez aussi avoir votre exemplaire. Alors, la seule manière de nous soutenir aussi est de s'abonner à la chaîne, si vous ne l'avez pas encore fait, et partager, liker, commenter, et comme ça YouTube va constater que nos contenus sont pertinents. Merci et à la prochaine.